Perdu au fond des bois ou sur une île paradisiaque, l'habitat écologique n'en finit pas de s'inventer aux quatre coins de la planète. Nombreux sont les pionniers qui cherchent des solutions pour préserver nos ressources naturelles et permettre au plus grand nombre d'accéder à ces nouveaux habitats aux normes écologiques irréprochables et visionnaires. Quand l'architecture devient plus verte, c'est notre monde qui change. Et c'est tout de suite dans Écologie. Repenser la photographie d'un quartier réputé en zone urbaine sensible, en y intégrant de nouveaux logements aux normes écologiques et avec une volonté de mixité sociale, est une des ambitions affichées de nombreuses agglomérations. En France, au Havre, sous l'impulsion du programme de rénovation urbaine, le quartier Henri Dunant a vu naître un nouvel hameau constitué de maisons individuelles en bois. À la tête de ce projet, un précurseur de l'urbanisme éco-responsable, Philippe Madec. Dans le secteur où nous sommes, où il y a ces architectures de logements sociaux, ces bars, on n'allait pas juste faire un lotissement. Sinon, ça aurait créé une différence beaucoup trop forte. Donc on a décidé de faire en sorte qu'il y ait une sorte de collectif de maisons qui viennent trouver sa place par sa géométrie, assez naturellement dans le site. Comment convainc-on des familles de venir s'installer dans ce quartier? Comment construit-on durable et à quel prix? La promesse d'une réelle économie pour les ménages est-elle tenable? C'est à ces engagements que le promoteur immobilier et l'architecte ont dû répondre. Le choix de construire avec un label HQE, haute qualité environnementale, faisait bien entendu partie du cahier des charges. Ce bâtiment répond à l'ensemble des qualités environnementales telles que ça a été défini dès 1997, quand la haute qualité environnementale a été instaurée en France. Les 14 cibles de la haute qualité environnementale servent à la fois à faire attention aux matériaux que l'on utilise. Il faut que ce soit des matériaux sains, d'où le bois. La manière de les mettre en œuvre, vous n'utilisez pas des colles, vous vissez plutôt que vous collez. Vous faites aussi attention aux économies liées à la ressource. C'est vrai pour l'eau, c'est vrai pour l'électricité, c'est vrai pour le soleil, c'est vrai pour la lumière, simplement à l'intérieur. Et vous regardez comment cet ensemble permet de concevoir un bâtiment sain. Nous sommes venus habiter ici déjà pour se rapprocher de mon travail. Et sachant que notre fille grandit, c'était aussi pour avoir une école à proximité et avoir une maison avec un jardin pour qu'elle puisse s'épanouir. On a eu la chance de faire nos demandes de logement au moment où justement les maisons se construisaient. Donc ça a été financé avec le 1% logement, donc cotisant on était prioritaire et du coup on s'est dit pourquoi pas. Dans un programme comme celui-ci où nous souhaitons qu'une mixité sociale puisse entrer dans ces quartiers, nous recherchons des locataires dont les revenus sont supérieurs aux locataires des HLM ou des logements sociaux de ce quartier. Pourquoi? Ce n'est pas une sélection pour éliminer certaines populations, c'est au contraire pour les mélanger.
Le but, c'est d'amener des gens qui ne viendraient jamais dans ces quartiers à venir habiter dans ces maisons et pouvoir changer le regard des gens sur les quartiers. Ce n'est pas un quartier où on retrouve une seule partie de la population, c'est vraiment un endroit où on se mélange et où on apprend à vivre ensemble. Ça fait 37 ans que j'habite le quartier. J'habite en face des maisons, j'habite au Gradin-Jardin, on appelle ça. C'est un brassage social très intéressant. Je préfère voir ces maisons que des barres d'immeubles. En plus, il y a eu quand même un projet global de rénovation du quartier, donc ça s'inscrit bien dans ce projet. On a connu ce quartier, c'est parce que c'est notre quartier de jeunesse. Donc, automatiquement, ça nous a plu tout de suite, quoi. La forêt, c'est là qu'on arrive à aller jouer, étant gamin. De surcroît, ma femme travaillant vendeuse en charcuterie, un magasin qui se situait sur la rue Henri Dunant, qui est un peu plus haut, à une centaine de mètres, quoi, de là. Et puis, pour notre retraite, on s'est dit, près de la forêt, ça pouvait être que sympa. En plus d'être en lisière d'un bois, ces 14 logements de différentes superficies ont un autre point commun, le passif. Un nouveau défi en matière de construction depuis ces dernières années, au terme pas toujours très évocateur. Il est étonnant de voir que parfois les gens disent mais passif c'est pas un mot très positif. Et pourtant c'est une démarche extrêmement positive que la maison soit passive. Parce que finalement c'est dans sa manière d'être, c'est dans son orientation, dans la façon dont elle capte les rayons du soleil qu'elle apporte le meilleur service. C'est en habitant ici qu'on a su ce que c'était exactement une maison passive. C'est-à-dire avoir des panneaux solaires, une VMC, un gain économique, sachant qu'on est à peu près 90 € par mois en gaz et électricité, sachant qu'avant, dans l'ancienne maison où on habitait, on était à 150 € par mois. Non, on ne savait pas que ça allait être les maisons passives, on ne savait pas. Si, parce que vu l'aspect extérieur quand même, avec le doublage comme il était fait, parce que je suis quand même venu en cours de travaux et j'ai vu le pignon de la maison qui était encore ouvert, j'ai vu la laine de verre qui était mise à l'extérieur, donc ça a fait que... Puis l'aspect bois extérieur nous plaisait, quoi. La notion de passif nous est venue en France depuis la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne. C'est je ne sais pas si on peut dire un label, mais en tout cas c'est une manière de penser la maison de telle façon qu'elle ne consomme pas plus de 15 kWh par mètre carré par an pour le chauffage. Avec une consommation record de 15 kWh par mètre carré par an, chacune de ces constructions est 10 fois moins énergivore qu'une construction classique. En faisant des maisons mitoyennes, on avait davantage de possibilités pour faire des maisons passives. Parce que les maisons qui se touchent, finalement, collaborent les unes avec les autres, s'aident mutuellement, s'isolent mutuellement. Ce type de construction repose sur une excellente isolation pour diminuer les pertes énergétiques des bâtiments, isolés principalement par l'extérieur. Les épaisseurs d'isolant dans les murs sont de plusieurs dizaines de centimètres et l'application des triples vitrages joue ici un rôle très important pour chauffer l'intérieur en captant les rayons solaires. Quand vous regardez un bâtiment en béton, fait de façon traditionnelle, à la hauteur du plancher, là où le plancher vient rencontrer le mur en béton, eh bien, vous avez un pont thermique, vous avez le froid de l'extérieur qui rentre sur l'intérieur. Ici, avec l'isolation par l'extérieur continue, on enlève ces ponts thermiques et on enlève ce qu'on appelle le sentiment de paroi froide, puisqu'il n'y en a pas une qui est plus froide que l'autre. La façade n'est pas plus froide que le mur intérieur. Ça aide à consommer moins, puisque quand vous n'avez pas ce sentiment de froid, de paroi froide, vous n'avez pas envie d'augmenter le chauffage. Grâce à ce système, les habitants des maisons bénéficient d'un confort de vie et d'une réelle économie financière. De vivre dans une maison comme ça, c'est vraiment agréable. Ça n'a pas changé quoi que ce soit dans mon quotidien. Au niveau de la consommation, c'est plutôt toi qui... Bah oui, cette consommation, après mes tableaux, mes calculs, mes relevés, je suis dans
ce qui a été déclaré sur le certificat de conformité. Il n'y a pas plus à dire, il faut faire attention à sa consommation par des réglages adéquats. Là, je vais vous parler du chauffage, hein. Je vais vous expliquer sur le chauffage. Donc moi, je fais des relevés à peu près tous les mois et demi en gaz, d'après le certificat de conformité qui m'a été alloué, selon ma superficie de pièces qui est de 138 m², 8. Il m'est donné, par le certificat de conformité, 27 kWh par mètre carré à l'année. Moi, de mon côté, j'ai dit tiens, je vais vérifier, je vais regarder. J'ai fait mes calculs et je tombe pile avec eux à 27. Mais, il faut bien dire, avec une certaine discipline. De 20 degrés la journée et 18 degrés la nuit. Un résultat qui confirme pourquoi ces logements sont couramment qualifiés de logements sans chauffage, car ils consomment en général 90% d'énergie en moins qu'une habitation classique pour arriver à une température agréable. Autre point important dans ce type de construction, le bâtiment passif doit également bénéficier d'une orientation optimale, garantissant le plus d'apport solaire possible. Si on veut arriver très facilement à une maison passive, il est indispensable de venir chercher l'ensoleillement du sud parce qu'en hiver, là où on en a le plus besoin, le soleil ne va pas jusqu'à l'est et à l'ouest, il s'arrête au sud-est et au sud-ouest. Et nous, quand nous faisons nos études, nous cherchons à ce qu'il y ait 2 heures d'ensoleillement pour chaque logement le 21 décembre. Et à cette condition-là, on sait qu'on arrive aisément au passif. Dans les logements écologiques, la lumière naturelle est omniprésente. Pour qu'elle puisse pénétrer, l'orientation est bien entendu un critère décisif. Les fenêtres dans chaque pièce sont évidemment un plus. Ça m'a plu parce que c'était ensoleillé, les pièces sont agréables. Le nord est derrière, l'est est là, l'ouest par là. Vous avez le soleil toute la journée. Et ici, c'est extrêmement important puisque quand vous avez réduit la consommation de chauffage, donc quand on est arrivé aux 15 kWh par mètre carré par an, avec une chaudière à condensation et à très haut rendement, gaz, finalement, où est la consommation en énergie? Sur l'eau chaude. Toutes les maisons ont un peu moins de 5 mètres carrés de panneaux solaires pour l'eau chaude. Et ces panneaux, cette technique simple, vraiment basique, permettent d'apporter 50% de l'eau chaude de la maison. C'est une fois l'état des lieux fait que justement on a pris un peu plus justement avec les systèmes de VMC et de panneaux solaires. C'est un avantage même économique par rapport au chauffage et au gaz et l'électricité. Alors que là maintenant on chauffe carrément l'eau chaude avec les panneaux solaires. On a le cumulus, donc le moindre rayon de soleil ça nous chauffe. Le premier jour où on a emménagé, il y a une personne donc, qui s'occupe actuellement de l'entretien de la chaudière et de tout ce qu'est la VMC qui est venue nous expliquer comment tout marche en fait. Si on sait que le soleil chauffe, c'est simple, on a une petite icône qui clignote avec une flèche qui veut dire en gros que le rayonnement du soleil recharge les panneaux. Et une fois qu'il est plein comme actuellement, l'icône a disparu. Donc c'est-à-dire que la température est très bonne. Pour le cumulus, l'avantage c'est qu'on n'a rien à faire. On a à faire, ça passe automatiquement à l'heure d'été, à l'heure d'hiver automatiquement. Ça chauffe tout seul, sauf la maintenance à faire une fois par an. Ça c'est la VMC, ça permet à faire entrer l'air dans la maison. Le système double flux, ça permet de se servir de l'air extérieur pour la faire passer dans la maison, la réchauffer. Et comme ça, de là, il y a tout le temps un recyclage de l'air. Si dehors il fait 10 degrés, dans la maison il fait 21. Et ça sans chauffage. Non seulement ce système de gestion des flux d'air entrant et sortant permet un recyclage de l'air ambiant en continu, mais en plus, il est très étudié car il assure une étanchéité maximale à l'habitat. Philippe Madec aime travailler le bois pour ses constructions. Outre ses qualités environnementales, ce matériau possède en plus des critères esthétiques non négligeables. À l'image du bardage, cette enveloppe extérieure que l'on retrouve sur chaque maison. Le bois ici était très présent sur l'ensemble, puisque l'image de ce projet est donnée par le bois. Toutes les clôtures sont en bois. Tous les volumes extérieurs, que ce soit l'abri du jardinier, le garage extérieur, mais aussi le volume à utilisation multiple au fond du jardin
est entièrement en bois, structure et bardage. Et les maisons, elles, sont uniquement bardées en bois. On a fait un choix de mixité là, de telle façon de respecter le projet. Si les atouts écologiques du projet Henri Dunant sont indéniables, il a eu pour vertu supplémentaire l'objectif de réduire au maximum son empreinte carbone au moment de la construction en employant une main-d'œuvre et des matériaux locaux. C'est ainsi que la menuiserie de Christian Piquet, située dans la petite commune de Fervaches à 160 km du Havre, a été sélectionnée pour fournir l'ensemble du bois et œuvrer sur le chantier des 14 maisons passives. Quand on travaille dans le bois, c'est-à-dire qu'on a naturellement une démarche écologique. Ça coule de source pour nous. C'est dans nos veines, voilà. Dans les veines du bois et dans les nôtres. Les qualités environnementales du bois, d'abord c'est un produit renouvelable et naturellement renouvelable. Ensuite, si on reprend les engagements de la France, on a l'obligation, compte tenu des gaz à effet de serre, etc., de stocker, de diminuer la consommation de gaz carbonique et de CO2. Et le bois, dans sa croissance, il absorbe le carbone, il absorbe le CO2, il rejette l'oxygène. Donc, il filtre. Et quand on construit bois, on stocke, c'est là où c'est le plus important d'ailleurs, c'est là où on stocke le plus possible de carbone. Et donc, quand on coupe un arbre, on le transforme en matériaux de structure, on prolonge le stockage du carbone. Si cet arbre, on le laisse en forêt, ce qu'il a consommé, il va le rejeter immédiatement parce qu'il va se dégrader. Donc c'est un matériau renouvelable qui stocke, quand il croît, du carbone. Et l'idée, c'est de prolonger ce stockage à travers la construction. Évidemment, ici, marcher dans les pas d'un projet écologique n'a pas vraiment posé de problème. Le site lui-même, c'est un site urbain, hein, donc avec un environnement qui est un peu difficile, sur lequel on souhaitait plutôt préfabriquer, c'est-à-dire fabriquer ici à la campagne et transporter les éléments vers la ville, plutôt que de monopoliser sur place et sur le chantier du personnel. Donc ça a été notre travail essentiel, c'est-à-dire faire beaucoup de préfabrication et passer le moins possible de temps sur le chantier. D'abord parce que l'environnement était compliqué, et puis ensuite parce que les risques qui sont essentiellement sur le chantier, et qu'on travaille dans de meilleures conditions dans les ateliers, parce que c'est couvert, parce que aussi on est sur des sols qui sont propres, parce qu'il n'y a pas de tranchées, etc. Donc on travaille véritablement dans de meilleures conditions dans l'atelier, et donc limiter cette phase chantier, et donc c'est plutôt ce qu'on a réussi, notamment sur les garages, les pergolets, etc., où on a tout préfabriqué, y compris le bardage, les murs sont arrivés tout faits. Même sur le chantier, tout ce qui est déchets, etc., on n'en a plus. Les déchets, on les laisse ici en entreprise, ce qui permet pour nous de mieux les trier d'ailleurs, hein, de mieux les sélectionner, etc. Derrière tout ce travail de préfabrication, il y a intrinsèquement ce travail sur l'écologie, sur le développement durable. Sur ce chantier, l'entreprise a utilisé uniquement des bois 100% français. Pour la structure, les bois proviennent de forêts situées à 50 km de Fervaches. Pour le bardage, le bois provient du Limousin. Ces bois viennent d'une démarche d'éco-certification qui font que, 1, on connaît leur provenance, 2, on sait aussi qu'ils viennent d'une forêt qui est gérée durablement, donc c'est-à-dire quand il y a une coupe, on replante et on replante 10 arbres pour en avoir un à la fin. Et pour ces maisons passives, une essence de bois a été sélectionnée car elle offrait de nombreux avantages. Le bois qu'on a utilisé, alors c'est sur l'ensemble du chantier, que ce soit au niveau des vêtures, c'est-à-dire du bardage,
ou au niveau de la structure, on a bien utilisé ce bois-là, c'est du Douglas. C'est un bois, on le voit bien, il est rouge. Alors, il va griser dans le temps, ça c'est incontournable, c'est le vieillissement naturel du bois. Ce bois-là a une caractéristique très importante, très intéressante, c'est qu'il est naturellement classe 3. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser à l'extérieur, alors pas en milieu immergé évidemment, mais à l'extérieur on peut l'utiliser et il est naturellement, il va résister au vieillissement, il va résister aux attaques de champignons et il va résister à l'humidité. C'est aussi pour ça que l'architecte a fait le choix du Douglas sur ce chantier-là. Sur Henri Dunant, le bardage, il va griser. C'est un atout parce que ça veut dire que le bois, il n'a pas été traité d'abord. En France, on va accepter un bâtiment moche, qui est en béton, qui est tout gris, ça on va l'accepter. Un bardage qui grise, on ne va pas l'accepter. C'est à nous, entreprises, c'est à nous, filière bois, de communiquer là-dessus. Et puis de faire évoluer les mentalités. Je pense qu'il vaut mieux un bardage naturel, non traité, qui grise dans le temps, plutôt qu'une façade avec un autre matériau qui va être très consommateur, énergivore, etc., à monter, et qu'on va avoir des problèmes à déstructurer plus tard. Le bois, c'est aussi en fin de vie, je veux dire, on sait ce qu'on va en faire. Un autre atout du bois qui est non négligeable dans les constructions durables est son recyclage. La réussite du projet tient nécessairement à l'investissement des habitants. Dans leur quotidien, ils doivent se plier à de nouvelles règles en matière de consommation énergétique qui deviennent vite des habitudes. Vivre dans une maison passive est évidemment possible pour tous. Et l'objectif, c'est que tous puissent y vivre un jour. Bien sûr, ça demande d'autres types de comportements, une attention portée à la relation au climat, mais ça ne veut pas dire qu'on est prisonnier de cela. On est libre des mouvements que l'on fait. Et ce que la maison apporte en qualité environnementale et en performance énergétique est pérenne. Si ce genre de maison est le futur, je trouve que oui, il faut en faire de plus en plus. C'est évoluer dans le bon sens, oui, hein, oui. d'avoir des maisons qui émettent très peu de CO2. C'est normal, il faut y penser, nos enfants, nos petits-enfants. Pour réussir ce projet, quelques éco-gestes quotidiens sont alors indispensables pour optimiser les performances énergétiques de ces maisons. De plus, il ne faut pas non plus négliger les consommations électriques des appareils domestiques qui doivent être elles aussi rationalisées. Avant d'habiter dans cette maison, on n'était pas sensible à l'écologie. Aujourd'hui, si on a fait un effort, justement, on a pris tous les électroménagers en classe A pour justement avoir un gain d'énergie. Quand on fait tourner le lave-vaisselle, on le met en mode économique. Comme ça, au moins, même pour nous, on fait un gain par rapport à l'eau. La télé, on a changé pour passer sur de la LED qui consomme 2 fois moins que le plasma qu'on avait précédemment. Donc oui, on a gagné. De la construction de ces maisons découlent plusieurs aspects positifs. Ils permettent aux habitants de se sensibiliser plus amplement à l'écologie et donnent au quartier un souffle nouveau, en accord avec les envies initiales du programme. Je vois les maisons tous les jours parce que j'habite juste en face. Puis quand je mets par la fenêtre, c'est agréable à voir. Il y a plus de mixité et puis on voit que les gens ils sont plus confiants par rapport à avant. Parce qu'il y a quelques années, il y a certaines personnes qui leur donnent une maison au bas de la ville, ils ne vont pas y aller. Mais maintenant, je trouve qu'ils n'hésitent pas d'y aller, quoi. Et je trouve que c'est mieux pour tout le monde. Moi, justement, au travail, j'en ai parlé, puisqu'ils m'ont demandé où j'habitais, donc j'ai expliqué sur les maisons en bois avec les panneaux solaires. Bon, je me suis fait taquiner quand j'expliquais le quartier. C'était le bois de Belleville, oui. Mais bon, en attendant, on a une maison, on a un jardin. Et au final, ils sont venus et ils ont adoré. On nous demande toujours si ce type d'architecture coûte plus cher. Et en fait, cette question est toujours très étonnante parce que, ici, on a affaire à des maisons qui sont construites avec des matériaux sains. C'est ce qu'on appelle l'éco-construction. Hein. On répond à toutes les cibles de la haute qualité environnementale. Donc la qualité environnementale est là. Et on a en plus la performance énergétique. Et il faudrait que la qualité coûte moins cher que l'absence de qualité et que la performance coûte moins cher que l'absence de performance. Ça n'a pas de sens. Donc nous, l'argent, on l'investit sur des choses qui sont là pour toujours.
Un projet comme celui-ci et la réussite qui est la sienne montre qu'il peut être développé dans d'autres endroits. Il est en accord avec l'environnement, il permet des économies substantielles, donc pourquoi s'en priver? Je pense qu'on boucle un ensemble entre l'environnement, l'économie et l'avenir. À l'heure actuelle, la construction d'une maison passive coûte environ de 5 à 15 voire 20% plus cher qu'une maison traditionnelle, ce qui est loin d'être négligeable et peut constituer un frein important. Cependant, ce projet montre que la construction passive, en plus d'apporter un confort de vie optimal, permet des économies d'énergie importantes. Trait d'union entre ville et forêt voisine, le nouvel aménagement du quartier écologique Henri Dunant réussit le pari d'apporter davantage de mixité sociale et laisse désormais place à une zone urbaine de plus en plus attractive.